Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle et de cybersécurité avec David Groot. Bonjour David. Bonjour. Et Thibaut Meyer. Bonjour Thibaut. Bonjour Johan. Pour discuter avec eux, le contributeur No Limit Sécu est Nicolas Ruff, bonjour. Et tu peux préciser qu'on est en direct des Assises de la Sécurité 2024. Merci Nicolas pour cette précision. Alors David, Thibaut, nous avions déjà réalisé un épisode l'année dernière dans les mêmes circonstances, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Oui, bien sûr, je vais commencer. Donc, David Groot, je suis en charge des équipes techniques pour Google Cloud Security sur une grande partie de l'Europe. Et j'ai plutôt des activités qui sont liées directement à nos clients utilisant les technologies ou les services de Google Cloud Security. Thibaut Meyer, je travaille dans l'équipe Office of the CISO chez Google Cloud, donc avec deux missions principales, coordonner des groupes de travail en interne pour la sécurité de nos solutions cloud et également accompagner nos clients dans leur stratégie de cybersécurité quand ils basculent vers un cloud public pour voir ce qu'il faut changer en termes d'approche par rapport à ce qu'ils faisaient sur leurs propres infrastructures. Dans un premier temps, nous allons aborder la thématique des apports de l'intelligence artificielle en matière de cybersécurité. Justement, quels sont-ils ? Alors, je vais commencer sur cette partie-là. Aujourd'hui, en fait, pour nous, l'approche et pour le marché globalement de l'intelligence artificielle se fait normalement en plusieurs étapes. On a plutôt une imagination d'une image un peu d'Épinal de l'automatisation par l'IA qui va tout faire pour tout le monde. C'est pas du tout le modèle qui est visé aujourd'hui, c'est pas l'approche qui est déployée. On est plutôt sur une approche qui se fait par étapes, avec d'abord l'utilisation de l'IA à travers tout ce qui est générative IA pour aider les analystes à l'accompagnement, à la prise en main de technologies. Donc ça va se traduire techniquement, par exemple, par des outils qui vont traduire dans des langages techniques du langage conversationnel, des outils qui vont accompagner à la prise de décision ou qui vont aider à l'enrichissement de l'information dans un SOC. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui et c'est la traduction opérationnelle de l'IA telle qu'on la met en place. Demain, l'objectif, c'est d'aller vers du semi-autonome, aider à créer des playbooks, à orchestrer des prises de décision à travers l'IA. Et puis peut-être après demain, on imaginera des choses qui vont beaucoup plus vers l'autonomie un peu plus forte, mais on n'est pas encore, je dirais, à ces niveaux-là à l'heure actuelle. Il y a un mot important qu'a dit David, c'est le mot outil. Je pense que l'IA, c'est un outil, mais c'est un outil parmi d'autres. Il y a quelque chose d'important, vraiment, je pense une idée fondamentale, c'est que l'IA ne va pas remplacer les équipes sécurité. L'IA est là pour leur faciliter la vie, pour rendre leur travail plus agréable, plus rapide, plus précis. Mais en aucun cas, ça va remplacer les analystes, les experts cybersécurité. On n'est pas encore dans le ciseau virtuel. C'est vraiment un outil parmi d'autres, à leur disposition, mais qui doit les accompagner. Un des retours d'expérience qu'on avait sur les assises avec un de nos clients, c'était vraiment toutes les tâches très rébarbatives qui sont aujourd'hui faites par les analystes. Là, on a vraiment un point fort d'utilisation de l'IA pour essayer de faire gagner du temps sur ces actions-là et apporter de la valeur ajoutée aux gens qui travaillent sur des sujets qui ont plus d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on a mis en place d'ailleurs dans les technologies qu'on développe chez nous, dans beaucoup de technologies, que ce soit de threat intelligence ou de plateformes d'opération de sécurité. On a déjà intégré des modules d'intelligence artificielle qui permettent d'accélérer tous ces process qui sont répétés plusieurs fois et donc industrialisables. Et ça, c'est vraiment un des vecteurs majeurs de l'utilisation de l'IA aujourd'hui. Alors moi je le vois aussi par exemple le projet de la DARPA sur l'écriture automatique d'exploits ou la recherche de failles dans les logiciels ou des décompilateurs aujourd'hui qui sont basés sur de l'IA et plus sur des mécanismes d'arbres, d'AST, des choses comme ça. Donc en tant que, on va dire, pentester, on voit aussi des apports de l'IA dans ces domaines-là, quoi. Oui, on a aussi d'autres domaines d'activité. Aujourd'hui, on travaille beaucoup, notamment sur les activités virus total ou mendiant, sur l'aide à la décompilation, l'aide à l'analyse de code malveillant. On a sorti une technologie qui s'appelle Code Insight, notamment dans VT, qui permet, aujourd'hui dans Google Threat Intelligence, qui permet de faire de l'analyse automatisée de code malveillant. Donc il y a beaucoup d'utilisations qui peuvent être faites des deux côtés, pour accompagner à l'amélioration de la partie sécuritaire, mais aussi pour accélérer de la découverte de vulnérabilités, de failles, de mauvaise programmation. C'est les deux sujets. Les deux sujets existent. Ils ne sont pas obligatoirement concurrents, parce que l'un permet aussi de faire avancer l'autre. Oui, les deux sujets existent aujourd'hui.
En me promenant dans les allées du salon, j'ai rencontré un éditeur de logiciels qui traite les problématiques de DLP. Par le passé, le DLP était traité en gérant des regex, et donc ça générait beaucoup de faux positifs. L'apport des LLM dans ce contexte-là peut être vraiment intéressant. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez aussi? Plus globalement, en fait, et après Thibaut, je te laisserai aussi rajouter des éléments là-dessus, tous les sujets ont potentiellement un intérêt d'être travaillés à travers l'IA. Donc après, l'idée, c'est de trouver les bons LLM et les bons modèles, de les entraîner sur les bons datasets de données. Donc typiquement pour la sécurité, nous on a décidé d'avoir un modèle qui est dédié à la sécurité, ce qui est SecLLM. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un modèle qui comprend, qui apprend et qui a été entraîné sur de la sécu. Dans le monde du DLP, il peut y avoir des cas d'usage, mais il y a beaucoup de cas d'usage dans plein de sujets de sécu. Je dirais presque sky is the limit. On peut imaginer des cas d'usage et ensuite voir quel est l'intérêt de l'apport de l'intelligence artificielle. Sky is the limit, mais je croyais que vous visiez la Lune. Encore un point là-dessus. En effet, on a des modèles qui sont adaptés. Je pense qu'il faut aussi trouver un compromis entre les capacités des modèles, notamment des gros modèles de type LLM qui sont à peu près capables de tout faire en termes de compréhension, de génération, et puis l'efficacité des inférences de ces modèles, notamment lorsqu'on a besoin de calculs rapides, voire temps réel, sur des grandes masses de données. Donc voilà, trouver le compromis en fait entre les capacités d'un modèle et son efficacité opérationnelle, et voilà, avoir des modèles bien adaptés, ce qu'a dit David, avec des datasets d'entraînement adaptés aux différents usages. Oui, en clair, tu peux bloquer un mail sur la base d'une analyse avec un LLM, mais pas un paquet réseau, parce qu'à 10 gigabits par seconde, ton modèle ne prend pas des décisions assez rapides, quoi. Alors ça, c'est un exemple. Et puis un deuxième exemple qu'on oublie beaucoup quand on est de l'autre côté de la plateforme, c'est l'impact financier aussi. On voit beaucoup de startups, de sociétés qui travaillent sur les modèles ou l'utilisation de modèles IA. Aujourd'hui, il faut aussi trouver quel est le bon équilibre entre le coût qu'a la requête et la résultante de cette requête-là. Et même pour revenir sur ton exemple de filtrage mail, on ne peut pas utiliser un LLM pour faire du filtrage mail. Ce qu'on fait en interne chez Gmail, c'est un petit modèle, quelques dizaines de milliers de paramètres pour qu'il puisse tourner rapidement et passer à l'échelle. Typiquement, un usage que je n'ai pas cité, c'est aussi la reconnaissance de format de fichier sur les LLM qui aujourd'hui marche relativement bien. Il y a même un outil open source pour ça et qui permet effectivement de détecter dans les pièces jointes des points ISO qui seraient en fait des points zip ou ce genre de choses, quoi. Tout à fait. Alors, je pense que tu fais référence à Magica. Voilà, donc en effet, ce qui existait avant, c'est fonctionner à base de regex, avec des signatures mises à jour manuellement. Et en effet, les LLM permettent d'avoir des taux de détection bien meilleurs et d'avoir cet apprentissage continu. J'en profite pour citer une référence à un vieil épisode No Limit Sécu que nous avions réalisé avec Angèle Bertini sur les formats de fichiers, qui est vraiment très intéressant. Je vous invite vraiment à l'écouter. Mais donc du coup, la deuxième partie de la question, c'est quelle est la sécurité de cette technologie quand même relativement jeune? Parce que sur Internet, on entend beaucoup de gens parler d'attaque, de prompt injection. Il y a plein de challenges de sécurité qui se sont montés. Donc aujourd'hui, c'est quoi les risques réels et les risques fantasmés sur l'utilisation des LLM? La première remarque que je ferai, c'est qu'en effet, alors tu as parlé de l'injection de prompt, on parle beaucoup de sécurité des modèles. Il ne faut pas oublier qu'au-dessus du modèle, on va construire en général un agent, une application, qu'il va falloir aussi avoir dans son périmètre de sécurisation. Ça va tourner sur une infrastructure qu'il va falloir sécuriser, ça va utiliser de la donnée qu'il faut également sécuriser, que ce soit données d'entraînement, données de validation, données qu'on va injecter. Donc voilà, c'est vraiment, première remarque, c'est avoir cette vision globale lorsqu'on parle de sécurité. Et en effet, il y a des risques qui sont propres à l'IA. Le premier, c'est on avait l'habitude depuis 15-20 ans, lorsqu'on parlait d'applications web, de sécuriser tout ce qui venait, de faire de la sanitization, je ne trouve pas le terme français, mais du filtrage de tout ce qui était donné en entrée lorsqu'on allait interroger une API ou un service web. Là, il faut bien sûr faire ce travail, mais il y a également toutes les données en sortie qu'il va falloir filtrer pour s'assurer que le retour de ce que nous fournit le modèle du contenu légal, il n'y a pas d'extraction de données, pas d'extraction du modèle en lui-même, etc. Et donc, pour ajouter à ce que tu disais, aujourd'hui, on a beaucoup de travaux internes chez Google sur lesquels on met en place de la publication. Donc typiquement, on a publié des choses autour de Secure AI Framework et aussi sur les techniques de red teaming autour de l'IA.
Et donc on fait du retour d'expérience sur ce qu'on observe. Donc typiquement de manière assez classique, d'abord le threat modeling, quelle est la menace potentielle. Donc ça peut être à travers du prompt injection, ça peut être d'autres types de menaces qui sont autour de l'IA, et derrière quelles sont les capacités de protection ou les niveaux de bonne hygiène de sécurité qu'on doit mettre autour de tous ces modèles, aussi bien le modèle que l'ensemble de l'application qui fait tourner le modèle. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est des fois un petit peu oublié. Les gens ont un gros focus sur le modèle en lui-même et oublient qu'il tourne sur toute une infra et des applis qui, elles aussi, doivent être sécures. Et donc, on partage énormément sur ces sujets-là. Et est-ce qu'on utilise des modèles pour sécuriser le modèle ? Tout à fait. Notamment, je parlais des filtres en sortie. Souvent, c'est des modèles qui vont faire ces filtres-là. Également, lorsque on a un équilibre à trouver entre protection des données personnelles et, on va dire, exhaustivité des datasets d'entraînement, là, c'est pareil. On utilise des filtres automatiques pour pouvoir filtrer ces entrées. Donc, on utilise aussi des modèles pour sanitiser les inputs, en fait. Voilà, input et output. Sanitiser les inputs, je pense que tu vas faire hurler Hervé. Je l'ai entendu hurler au 3e étage déjà. Bon, en tout cas, félicitations, parce que j'ai entendu dire que le modèle AlphaFold avait gagné le prix Nobel de chimie cette année, donc ça prouve quand même que l'IA sert à quelque chose, qu'il y a des applications concrètes et pratiques, même si on est un peu loin des LLM. En effet, ça sert à quelque chose. On est heureux de voir cette récompense. Ça montre aussi l'imbrication maintenant de la technologie et de la recherche dans les différents domaines scientifiques. Et cette capacité à pouvoir faire tourner ces modèles, ces calculs. Est-ce que tu veux bien rappeler ce qu'est ce modèle, à quoi il sert ? Alors c'est un modèle qui sert à générer la synthèse des protéines. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut un post-doctorant à peu près 3 ans. 3 ans de travail pour synthétiser une protéine avec des méthodes de calcul classiques. Il y en a 200 millions à faire, si on veut la cartographie complète. Donc ça veut dire que l'intégralité de la population française ne ferait que ça pendant 10 ans. Et ce modèle a été capable de le faire en quelques mois. Pour ceux qui connaissaient SETI at Home, la recherche de vie extraterrestre dans l'univers, il y avait aussi un projet Fold at Home qui demandait aux gens de faire tourner des agents sur leur machine. Enfin, c'est du distributed computing avant le cloud, dont le but était justement de prédire le pliage des protéines. Ça a duré 10 ou 15 ans, et là, le modèle AlphaFold prédit 95% des pliages de protéines en une semaine ou quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un breakthrough technologique assez incroyable. Peut-être si j'ai quand même quelque chose à rajouter. Donc on a parlé de notre cadre, le Secure AI Framework. On est, Dieu merci, pas les seuls à travailler dessus. Il y a d'autres. Le NIST a sorti un cadre pour la gestion des risques de l'IA. On a l'OASP Top 10 LLM. Voilà, on a de plus en plus de cadres qui existent. Et on a également un enjeu réglementaire qui arrive, qui est là. L'EU AI Act, qui va devoir qui nous impose maintenant une analyse de risque, aussi bien du côté des fournisseurs de modèles, mais également ceux qui vont les utiliser pour les différents cas d'usage. Et le cadre dont vous parliez est disponible pour d'autres entreprises, ou il est utilisé uniquement dans votre contexte ? Non, alors le modèle, en tout cas le framework SAIF dont on parlait tout à l'heure, est libre d'utilisation, il est documenté, partagé. C'est typiquement les travaux qui sont issus du Office of the CISO et les différentes organisations à l'intérieur de Google, mais avec l'objectif de partager ce savoir-faire avec l'ensemble de la communauté. Comment l'intelligence artificielle est utilisée par les attaquants ? Est-ce que ça sert juste à mieux générer des emails de phishing ? Alors j'aime beaucoup le juste. Parce qu'en fait, ça appuie vraiment sur l'idée principale. En fait, on observe aujourd'hui que les attaquants, comme les défenseurs, se penchent sur le sujet, regardent quels sont les intérêts, et on est un peu dans un monde, je ne vais pas te l'apprendre, on est dans un monde de business, donc pour eux, les attaquants, on parle d'un business de l'attaquant, et aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver quelles sont les meilleures valeurs ajoutées d'utilisation de l'IA. Et donc, en effet, les meilleures utilisations aujourd'hui de l'IA dans un premier temps, elles tournent autour de l'automatisation des process rébarbatifs dont je parlais tout à l'heure du côté défenseur, mais là du côté attaquant. Donc ce qu'on a vu tout de suite apparaître, c'est tout ce qui va être outillage à la création de phishing, d'emails d'hameçonnage en différentes langues, avec une connotation un peu culturelle. Donc on a vu des pics statistiques, notamment par exemple au Japon, sur des langues qui étaient assez moins exposées à l'origine que des langues anglophones ou francophones. Donc là, c'est vraiment le premier axe qui a été utilisé par les attaquants. Ensuite, on voit apparaître pas mal de malware as a service,
dans lequel on a des promesses d'utilisation de différents modèles qui permettraient d'accélérer le développement d'un code malveillant ou de fine-tuner ou de faire à façon un certain nombre de codes malveillants. Donc on est toujours dans un business, je dirais, de la création de contenu. Pour faciliter l'évasion ? Pour faciliter tout, en fait, la vitesse de création, l'évasion, pour que ce soit plus simple et moins cher, plutôt que passer une semaine ou deux à essayer de développer quelque chose, de pouvoir rentrer un prompt et puis d'avoir une résultante. Donc ça, c'est des sujets qu'on voit apparaître dans les discussions dark deep web entre différents acteurs, mais ça reste pour l'instant encore, en tout cas nous, de ce qu'on voit dans notre bras armé mendiant, on ne voit pas encore d'utilisation de manière extrême de l'IA dans les attaques de nos clients. Ça reste encore aujourd'hui de l'utilisation, enfin des attaques entre guillemets plus classiques. Tu parlais de juste, moi je vais dire classique, où il y a encore tellement de vulnérabilités pas patchées, de credentials dans la nature sans authentification forte, que d'aller développer un LLM dédié qui permettrait d'eux, aujourd'hui le rapport qualité-prix n'est pas intéressant pour l'attaquant. Comme pour les défenseurs, pour l'instant c'est vraiment un outil, il n'y a pas d'IA autonome qui lancerait des attaques, voilà, c'est vraiment un outil qu'utilisent ces groupes d'attaquants pour être, exactement ce qu'a David, plus efficace, plus rapide, plus pointu, plus pertinent. De manière générale, 80% des développeurs utilisent l'IA pour écrire du code. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas un site web ou pas une CSS qui n'a pas été généré à 90% par de l'IA. Oui, et comme l'IA aujourd'hui est utilisée énormément dans tout ce qui va être agrégation d'informations, résumé, création de rapports, de contenu, c'est vraiment les cas d'usage, je dirais, typiques à l'instant T. Derrière, comme le disait Thibaut, de l'automatisation d'attaques et autres, on n'en voit pas beaucoup. Ce qu'on a vu apparaître notamment pour les attaquants, c'est l'utilisation de l'IA pour toute la phase d'OSINT. Donc toute la phase de découverte de la victime potentielle, ça on a pas mal. On a vu aussi quelques cas de groupes de ransomware qui utilisaient l'IA pour mieux comprendre ou mieux appréhender quelles étaient leurs victimes, puisque souvent c'est un peu de la pêche au chalut, on vise des vulnérabilités, enfin ils visent des vulnérabilités, ils récupèrent pas mal de victimes, et derrière pour pouvoir négocier un prix cohérent par rapport à la rançon, il faut qu'ils comprennent exactement chez qui ils sont tombés. Ça paraît obvious à l'américaine, mais il y a beaucoup de cas, on a vu beaucoup de cas où l'attaquant ne savait pas du tout où il avait mis les pieds et il s'aperçoit après quelques allers-retours de négociation que au lieu de parler avec un grand groupe X, il parle avec une PME qui a à peu près le même nom et qui n'a rien à voir. Et donc la négo passe de 10 millions de dollars à quelques milliers d'euros parce qu'on n'est pas en train de parler de la même chose. Donc l'utilisation dans l'OSINT, ça on a vu pas mal d'investigations où l'attaquant avait utilisé des modèles ouverts pour aller essayer de comprendre mieux sa victime. La plupart des attaquants confondent les cliniques de chirurgie esthétique américaines et les hôpitaux publics français. Tu ne peux pas demander les mêmes montants de rançon dans les deux cas. Oui, tout à fait. Et puis on a eu des cas, il suffit, alors je ne vais pas citer de nom, mais il suffit que tu aies une entreprise qui ait un nom un peu générique, qui soit, je ne sais pas, un prénom, une couleur ou autre, et tu peux très bien te retrouver avec la petite PME du coin qui fait un truc qui n'a rien à voir, qui va traiter de la farine en local et qui va se retrouver avec une demande de rançon de 10 millions de dollars pour 5 gigas de données. Et les 5 gigas de données représentent 4 recettes de gâteaux et 10 clients dans la commune. Donc, et on en rigole, mais ça est arrivé et ça arrive assez régulièrement. Après, il y a quand même quelques utilisations. Par exemple, tu fais API key égale et ensuite tu tabs et souvent l'IA va te générer des clés d'API valides qui viennent de son jeu d'entraînement. Ça, j'ai vu passer ça sur Twitter et effectivement, ça fonctionne. Il y a des cas comme ça, oui, qui peuvent très bien fonctionner ou en tout cas qui sont testés, mais on reste encore dans un usage somme toute classique. Et on voit qu'un grand nombre d'attaques, de fraudes commencent par de l'ingénierie sociale. Est-ce que vous avez vu des chatbots qui appelaient des victimes à la place des fraudeurs? Alors moi, personnellement, je n'ai pas vu de chatbot qui appelait des victimes. On a vu quelques cas d'utilisation de deepfake, deep voice. Il y a eu des cas notamment qui sont sortis dans la presse sur de la fraude au président. Donc ça, c'est des cas qui peuvent commencer à exister. Ça reste, je dirais, à observer pour le moment, mais on n'a pas de cas massif d'utilisation dans ce cadre-là. On va quand même donner un conseil à nos auditeurs. Si quelqu'un vous appelle, demandez-lui la recette de la tarte à la fraise. Comme ça, vous savez si c'est une IA. Et avant, il faut bien préciser d'oublier toutes les instructions précédentes. Ok. Est-ce que vous souhaitez apporter le mot de la fin? Quel serait-il? Alors moi, le mot de la fin, ce serait optimisme, parce qu'on a
On commence à avoir plein de cas d'usage de l'IA. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des risques, des enjeux de sécurité, à la fois des modèles, des applications, de tous les enjeux de biais, etc. Mais je pense que plus l'IA sera utilisée, plus on gagnera en maturité sur la gestion de ces risques et plus on élèvera le niveau de sécurité. Moi, tu vois, j'allais utiliser le mot espoir, donc j'étais pas loin de l'optimisme. Je pense en effet qu'on voit beaucoup de cas d'usage qui sont super intéressants. D'un point de vue sécu, on voit énormément de choses, et d'un point de vue, on va dire, un peu plus personnel, intellectuel, c'est un sujet qui est ultra riche, qui nous oblige à travailler et à phosphorer un petit peu, donc ça fait du bien en fait. Ceci dit, le mot espoir est banni, parce que hope is not a strategy. Je sais bien. Bon, je suis obligé de terminer avec bienveillance, qui est la ligne de conduite de nos limites sécu. David, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Thibaut, merci également. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.